La cour d'assises n'a pas de secret pour lui. De l'affaire Émile Louis au gang des barbares, il a œuvré pour la justice pendant 40 ans. Avocat général dans les affaires parmi les plus célèbres de France. Une éloquence qui séduit, des analyses percutantes, son phrasé inimitable et son intelligence redoutable ont fait de lui une figure emblématique du monde judiciaire. Il est l'un des rares magistrats français à être connu du grand public. Moi perso, je l'adore. On reçoit Philippe Bilger pour la grande émission du droit. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour ma chère Amandine. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la grande émission du droit, l'émission, le podcast de l'Institut supérieur du droit. Ma première question est la suivante. Avocat général à la cour d'assises, qu'est-ce que c'est ? Je comprends tout à fait que les citoyens, à l'époque où j'exerçais cette fonction qui a été fondamentale dans ma vie judiciaire, n'aient pas toujours compris. Ils entendaient avocat, ils étaient persuadés que j'appartenais au barreau et je ne saurais les blâmer. En réalité, quand je faisais des conférences et même durant mes réquisitions aux assises, je précisais que, évidemment, j'étais le représentant de l'intérêt social, mais pour être encore plus clair, je disais que j'étais l'avocat de tous les citoyens à partir d'une interprétation qui m'était personnelle, bien sûr. Avocat de tous les citoyens, c'est ça l'avocat général à la cour d'assises, dans la conception que j'en avais. Alors, je ne suis pas pénaliste, mais j'ai eu dans ma carrière quelques affaires au pénal. Et c'est vrai que quand j'étais, alors pas devant la cour d'assises, mais en correctionnel, c'est vrai que l'idée que je me faisais du procureur, c'est quand même une personne qui est là pour accabler un petit peu, charger. On a l'impression que l'objectif absolu, c'est que le prévenu et donc l'accusé à la cour d'assises prennent la sanction la plus lourde possible. Donc moi, ma question, c'est est-ce qu'un procureur, un avocat général doit être objectif ? Bien sûr. Alors, vous avez une vision, et vous l'admettez, ma chère Amandine, très caricaturale du rôle de l'accusateur. Et de fait, il est souvent constitué et vécu comme cela. Pour ma part, en tout cas aux assises, et j'avais la même démarche au flagrant délit à l'époque, il y a longtemps, ou devant les tribunaux correctionnels, j'ai toujours considéré que l'accusateur était paradoxalement l'homme, en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de moi, ou la femme la plus libre dans l'espace judiciaire. Alors, j'ai à la fois une conception objective de l'accusation. Il faut que je réponde sur des données incontestables sur le plan technique, mais en même temps, j'ai conscience en réalité d'avoir inventé pour ma propre personnalité mon rôle d'avocat général. Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord avec ma conception de l'accusation, qui consistait en réalité à arriver à l'audience avec une infinie curiosité et à tirer les conclusions de l'oralité des débats, soit par un acquittement consacrant l'innocence, soit par un acquittement consacrant le doute, soit par, évidemment, une réquisition de condamnation, car dans la plupart du temps, la culpabilité de l'accusé était démontrée. Et donc, c'est cela qui fait que, encore une fois, je n'ai jamais vécu mes plus de 20 ans à la cour d'assises comme quelque chose de mécanique et de stéréotypé. C'était pour moi un espace de liberté irrigué par une infinie curiosité et cette fabuleuse oralité des débats qui, malheureusement, depuis quelques années a disparu, puisqu'il me semble qu'une tendance actuelle vise à faire de la cour d'assises, avec le jury populaire irremplaçable, plutôt une super correctionnelle, avec un jury réduit, et c'est typiquement français. Quand une institution marche bien, évidemment, on l'appauvrit et en revanche, quand ça va mal, on ne change pas.
Mais alors justement, je voudrais revenir sur l'importance de l'audience. Il y a un dossier, des pièces, des témoignages, des expertises. Est-ce que vraiment l'audience est décisive? Est-ce que ça peut vraiment... est-ce que ça fait toute la différence, l'audience? Dans la mesure où j'étais avocat général qui ne faisait que la cour d'assises, c'est-à-dire je ne connaissais les accusés que lorsque je les voyais, quand ils étaient la plupart du temps détenus, s'engouffrer dans le box, eh bien je recevais mes dossiers quelques mois auparavant et je commençais véritablement, après les avoir désossés, c'est-à-dire enlever toutes les pièces inutiles, je commençais à les regarder 15 jours avant l'audience. Et donc, chaque jour, je m'imprégnais un petit peu de ce qui me restait, je regardais les expertises, je regardais les témoins, je lisais les déclarations, et j'arrivais donc le jour J à la cour d'assises avec une qualité dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est d'abord fondamentalement une infinie curiosité. C'est-à-dire que j'avais l'esprit ouvert à tout ce qui pouvait advenir. Alors j'entends bien que la plupart du temps, le mis en examen et l'accusé par la suite ne contestaient pas le crime ou les crimes qui lui étaient reprochés, mais en réalité, il arrivait aussi que les mises en examen contestent avoir commis le pire, et donc il fallait accepter que l'audience offre des lumières négatives ou positives. Et en ce sens-là, je ne suis jamais arrivé à l'audience avec une conviction tellement enracinée qu'en réalité, je n'ai pas eu à tirer toutes les leçons de l'oralité des débats. Et je n'ai jamais été de ces avocats généraux qui écrivaient pratiquement leurs réquisitions avant d'aller à l'audience et qui n'en changeaient pas, de sorte que les jurés étaient stupéfaits à la fin des débats, d'entendre un avocat général requérir 20 ans, 30 ans la perpétuité, sans tenir évidemment aucun compte de ce qui s'était déroulé durant les débats. C'est fondamental, et c'est en ce sens-là que j'ai osé dire tout à l'heure que l'avocat général est le plus libre. L'avocat exerce un métier formidable aux assises, mais il a été choisi par une cause qui l'a précisément désigné en connaissance de cause. Et autrement dit, à moins de violer le mandat qui lui est donné, il est obligé d'épouser la thèse de son client. Et les parties civiles, l'avocat de la partie civile a probablement le rôle le plus difficile qui soit aux assises, puisque l'avocat de la partie civile doit être une sorte de ministère public sans avoir le droit de requérir une peine. Et donc, c'est un rôle très difficile et dont je regrette d'ailleurs que la plupart des avocats aux assises le prennent un peu à la légère en disant « le ministère public est là, il fera le travail à notre place ». Non, pas du tout. Il faut que l'avocat de la partie civile joue son rôle. Très bien. La cour d'assises, on va quand même le rappeler, juge les crimes, donc des choses dures, des choses douloureuses. Vous avez fait 73 jours d'audience dans l'affaire Ilan Halimi. Vous avez vu les photos d'Ilan mutilées. Vous avez eu accès aux enregistrements audio. Vous avez été face à son père, à sa mère. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous arrivez à dormir ? Malheureusement, oui, ma chère Amandine. Je sais que j'aurais dû, pour être conforme au judiciairement correct, dire qu'en réalité, j'avais des affres terrifiantes quand je rentrais chez moi. Eh bien, je ne les avais pas, pour deux raisons. Entendons-nous. Avant de requérir, j'y pensais tout le temps. Je veux dire, le réquisitoire se faisait dans ma tête chaque jour, durant l'audience, et quand je rentrais chez moi, lorsqu'on a des affaires importantes, à supposer qu'une affaire criminelle, toutes les affaires criminelles ne soient pas importantes. C'est un autre problème. Eh bien, il est évident que j'y songeais. Le réquisitoire se forgeait dans ma tête
que je sois à l'audience ou que je sois ailleurs. Mais les deux raisons qui font que je ne tombais pas dans cette espèce de déchirement que vous évoquez par votre question, c'est d'abord le fait que j'essayais de remplir mon rôle d'avocat général aux assises le plus correctement, le plus honnêtement possible. Et donc, quand je rentrais chez moi, je ne me disais pas « Ah là, j'ai failli, j'ai transgressé une règle, un principe ». Et deuxième élément qui est beaucoup plus central, probablement on y viendra encore tout à l'heure, c'est le fait que j'ai un tempérament qui, grâce à la cour d'assises, a pu continuer, au fond, une conception de la vie et de la société qui aime l'intensité et l'extrémité. Je ne suis pas devenu par hasard passionné par la cour d'assises. Ça a été, au fond, la continuation d'une existence qui aime énormément les tréfonds de l'âme, la psychologie humaine, la force des sentiments, le caractère terriblement contrasté parfois des situations humaines, l'horreur et puis la rédemption. Donc la cour d'assises, ça a été la continuation de ma vie par d'autres moyens, en quelque sorte. Et c'est pour cela que je ne l'ai jamais vécu comme une corvée, comme un gouffre, comme un déchirement, mais comme un sombre bonheur. Voilà. Et quelques mots alors sur le jury populaire. Vous expliquiez tout à l'heure à quel point voilà, c'était important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Mais il y a eu une époque, vous le savez, Amandine, où le jury populaire, en réalité, était choisi par les maires et sur les personnes, les notables, en quelque sorte. Et je crois que cela a changé en 1975, où ensuite les jurés ont été pris sur les listes électorales pour aller vite. Évidemment, le premier type de jury était plus facile, plus confortable pour un avocat général, puisque nous avions naturellement une complicité intellectuelle et je dirais presque politique au sens noble avec les jurés choisis par les maires. Ensuite, sur les listes électorales, ça a été plus difficile parce qu'en réalité, on ne pouvait plus se contenter d'adresser un discours au jury dans son ensemble, mais il fallait en quelque sorte convaincre chaque juré individuellement. Et il est clair que parfois, même à Paris, les jurés étaient animés par des sentiments d'hostilité, par exemple, à l'égard de la police. Et ça n'était pas facile pour l'avocat général de défendre, par exemple, la validité d'une enquête. Mais il n'empêche que pour moi, ça a été capital d'avoir cette mission, cette charge formidable, d'avoir à convaincre des jurés, des citoyens. Si j'avais eu à le faire, comme dans les cours d'assises spéciales, uniquement à l'égard de magistrats, que je respecte, entendons-nous, mais je n'aurais pas aimé ce métier fabuleux d'avocat général à la cour d'assises. C'est un bonheur que l'irruption du peuple dans la justice criminelle. Et ça n'est pas par hasard qu'on a voulu le peuple, même si on l'a réduit, malheureusement, je le répète, ça n'est pas par hasard qu'on a voulu le peuple pour cette justice criminelle, puisque, vous le savez, Amandine, on a créé une procédure pour le peuple, c'est-à-dire que l'oralité des débats est très directement liée à la présence du peuple qui ne connaît pas le dossier et qui doit tout entendre de ce que l'audience va lui apporter. On avait fait un jour une expérience devant les tribunaux correctionnels avec des jurés assesseurs qui venaient en quelque sorte sur un mode surnuméraire apporter leur concours, mais c'est une expérience qui a mal tourné parce que le juré, le citoyen n'a de sens dans l'espace judiciaire que si on a créé une procédure pour lui, sinon il est perdu. Philippe Bilger, on va maintenant parler de votre actualité. Vous êtes magistrat honoraire, donc ça signifie que vous êtes à la retraite, et pourtant vous êtes ultra actif, hyper actif. On vous voit d'abord sur les plateaux télé, on vous écoute à la radio, vous avez votre blog très actif, Justice au singulier. Il y a également l'Institut de la parole.
Déjà, pourquoi autant de choses? Et est-ce que c'est un moyen pour vous, finalement, de lutter contre quelque chose? Quel est votre rôle aujourd'hui dans la société? D'abord, ma chère Amandine, j'ai toujours détesté l'idée de retraite. Dans l'idée de retraite, il y a retrait, il y a désistement, il y a peut-être même défaillance. Je ne suis pas un être capable de s'abandonner au bonheur du repos. Et je ne critique pas ceux qui, lorsqu'ils arrivent à la retraite, et évidemment, ceux qui ont exercé un métier pénible, ce qui n'a pas été mon cas, je ne critique pas ceux qui aiment l'idée de la retraite et qui la vivent paisiblement. En ce qui me concerne, je n'aurais pas pu. Tout simplement parce que ayant la grande chance, non pas d'être un intellectuel, je rêve d'avoir pu concilier toute ma vie le pragmatisme de l'action avec, j'allais dire, un peu de manière présomptueuse, la lucidité de l'esprit et de l'intelligence, si c'est possible. Eh bien, en ce qui me concerne, je n'ai jamais considéré que j'avais forcément des limites, alors que après avoir quitté la magistrature, j'avais simplement à essayer de continuer à penser, tenter d'écrire. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mon blog et les quelques livres que j'ai écrits. Et puis, surtout, m'efforcer de parler le mieux possible en transmettant ce que j'ai appris aux gens qui me font l'honneur de venir me voir. Autrement dit, je n'avais pas de raison d'arrêter. Et si j'avais arrêté, malgré le bonheur de ma vie personnelle, je serais probablement tombé dans une sorte de morosité. La finitude de notre condition humaine m'aurait accablé et écrasé. Et je serais devenu probablement encore plus pessimiste que je ne le suis dans mes tréfonds. Vous avez un compte TikTok qui est très actif également. Est-ce que le public qui vous suit, c'est quelque chose d'important? Oui, alors j'ai été surpris de voir, certes, TikTok, ça n'est pas toujours des amabilités, mais on m'avait tellement dit que TikTok, c'était des jeunes et que j'étais totalement inadapté à ce réseau social que j'ai plutôt été agréablement surpris. Quand je fais des interventions sur des sujets politique, artistique, en général, en dehors de quelques malotrus grossiers, en général, j'ai des réactions que je trouve positives ou négatives, bien sûr, mais courtoises. Ça n'est pas le cloaque de Twitter, où je reste parce qu'il est fondamental sur Twitter de montrer qu'il est possible de débattre, de combattre, de contredire en restant courtois. Évidemment, dès que sur Twitter, j'ai droit même pas à une réponse, à une insulte que je n'ose même pas répéter devant vous, ou à des insultes concernant ma vie personnelle, ouais. Mon père, évidemment, je bloque, je fais disparaître. Ça n'a de sens, Twitter, les réseaux sociaux, que si on peut débattre avec des gens bien éduqués, entendons-nous. Je n'exige pas l'imparfait du subjonctif, mais ça n'est pas la peine de venir sur un réseau social si c'est pour ne jamais répondre aux messages qu'on adresse et pour agonir d'injures et d'outrance celui qui s'exprime. Je n'ai jamais de ma vie insulté sur les réseaux sociaux qui que ce soit. La moindre des choses, c'est qu'on me rende l'appareil. Vous avez une éloquence qui séduit, Philippe Bilger. Et vous avez créé un institut qui est l'Institut de la Parole. Qu'est-ce que c'est l'Institut de la Parole ? En réalité, j'ai très peu de talents sociaux. Je veux dire, je ne suis pas sans doute comme vous, Amandine, très douée dans beaucoup... Et ça n'est pas de la flagornerie. Je rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup de cordes à leur arc, objectivement. Et moi, en réalité, et là, je ne parle pas de ma vie personnelle, bien sûr, mais au fond, je n'avais pour... justifier mon existence très tôt que le fait d'attacher une énorme importance à la parole. Et
en tentant de l'offrir le moins médiocrement possible. Alors ensuite, j'ai mis du temps pour comprendre qu'elle était héritée de mon père, une sorte de parole brute, âpre, abrupte, pas du tout châtiée ni civilisée, mais un peu rude, vous voyez. Et au fond, coup de chance, c'est tout de même la parole, avec l'écrit qui me passionne par ailleurs, mais qui n'a pas le même rôle, c'est tout de même la parole qui permet le mieux de communiquer avec autrui. Et donc, à la cour d'assises, et bien avant la cour d'assises, j'ai été passionné par la parole, parce que je sentais que c'était, je le dis d'une manière non vaniteuse, j'espère, mon seul trésor. Je n'avais que ce capital dans ma nature, à côté d'une vision assez pessimiste, assez réaliste de la vie, sans illusion, j'avais la parole. Et donc, à la cour d'assises, notamment, la parole judiciaire est portée à son comble et j'étais passionné par la parole des autres, celle des avocats, parfois celle des magistrats quand ils arrivaient à la rendre brillante. Et c'est une chose. Et un jour, je me suis dit, mais au fond, il faudrait que je crée cet institut de la parole pour offrir une formation totalement originale pour le verbe, c'est-à-dire apprendre au commun des citoyens, aux êtres les moins connus, comme à ceux célèbres qui acceptaient de considérer que leur parole était imparfaite, une formation qui leur permettrait de parler comme cela, en ne s'encombrant que d'eux-mêmes et en pensant, je veux dire, parler en même temps qu'on pense, sans avoir d'autres ressources que soi-même pour être écouté et être convaincant. Et donc, c'est quelque chose, objectivement, qu'on ne sait plus faire. Certes, il y a des politiques qui seraient capables de parler spontanément, librement, mais on sait bien que leurs discours, leurs propos sont préparés par d'autres. Et le commun des citoyens, ou bien a peur de parler et il fait beaucoup de fautes inutiles, ou bien il a tellement peur de la parole qu'en réalité, il n'essaye même pas. Et ce qui m'a touché, c'est que dans mon institut, j'ai par exemple un certain nombre de jeunes femmes qui viennent me voir et qui pensaient impossible les exercices que je leur propose et qui, l'ayant à peu près surmonté, eh bien, partent de cette formation avec un moral restauré. Et ça, c'est formidable. Cet institut, il est fait pour favoriser une heureuse banalisation de la parole de tout le monde. Alors, quand on a de l'éloquence naturelle, tant mieux. Mais ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est la force, la puissance, la sincérité, l'humanité du verbe. Et après, on peut y mettre ce qu'on veut, mais c'est pas... Il y a 1000 ingrédients qui permettent d'avoir une parole brillante. Mais d'abord, c'est ça. D'abord, c'est le capital humain qui est le nôtre et sur lequel on doit s'appuyer. Et le reste, je ne suis pas partisan de tous les exercices de rhétorique, toutes ces choses parfaitement artificielles. Non, on s'offre soi-même par le verbe et on tente d'être convaincant. Philippe Bilger, vous êtes venu plusieurs fois à l'Institut supérieur du droit, l'ISD, pour des conférences, des masterclass. Vous savez que nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est de transmettre un savoir, mais surtout un savoir-faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau type d'enseignement du droit ? Je suis venu en effet avec grand plaisir dans cet institut. J'y ai vu la passion que vous avez et surtout, avant toute chose, je suis beaucoup plus sensible aux êtres qu'aux structures. Et donc, j'ai eu, grâce à vous, la certitude de me trouver face à une personnalité passionnée, emplie par le désir de faire le mieux possible, une transmission exemplaire avec autrui, et surtout, j'ai pu apprécier ce que j'aime par-dessus tout chez un être, c'est la réactivité. Je ne supporte pas les êtres
qui proposent un service à autrui et qui eux-mêmes sont très défaillants sur le plan de leur conduite quotidienne. Vous êtes une femme extraordinaire, rien que sur ce détail que lorsqu'on vous envoie un SMS ou un mail, vous savez répondre immédiatement. Ça peut apparaître dérisoire, mais pour moi, c'est sans doute probablement une implacable et discutable logique. Je crois qu'on est tout entier dans cette réactivité minimaliste, comme on l'est dans l'accomplissement des plus grandes choses. Il n'y a pas de hiatus. Lorsqu'on est nul dans ce premier domaine, on est nul dans les autres. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce que vous proposez dans votre institut, et j'ai vu la passion de vos étudiants, ils savent écouter, ils sont polis. Ce ne sont pas des gens qui parlent à tort et à travers et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des conversations particulières quand un conférencier est là. Donc je pense que vous avez très bien fait de faire cela, même si, vous le savez, j'ai beaucoup de respect pour la profession d'avocat que vous continuez à exercer lorsqu'elle est, entendons-nous, éthiquement et techniquement parfaitement accompli. Je regrette que les médias, par exemple, aient une conception totalement délirante de la hiérarchie des avocats et oublient un facteur capital qui est celui de la morale. Mais ça, c'est un point de vue très personnel. Les grands avocats non seulement sont immenses par le verbe, par l'honnêteté, par l'intégrité, mais aussi par la morale. Philippe Bilger, vous vous présentez vous-même comme un réactionnaire. Pourquoi ? Et est-ce que c'est un peu provocateur d'aller sur cette voie-là ? Oui, alors d'abord parce que je me sens, lorsqu'on dit que je suis un homme de droite, je ne suis pas un homme de la droite classique. Je me reconnais mal dans la droite telle qu'elle existe aujourd'hui. J'irais peut-être par provocation jusqu'à me qualifier d'anarchiste de droite, c'est-à-dire une espèce d'être libre dans un espace conservateur. Et puis au fond, je préfère le terme en effet de réactionnaire qui correspond d'abord à l'absence totale d'aptitude à l'indifférence que j'éprouve le besoin de réagir et au fond, lorsque je suis accablé par des critiques qu'on cherche à me déstabiliser, j'admets tout à fait que ma liberté d'expression est une rançon, c'est-à-dire la liberté d'expression des autres, mais au fond, quand j'ai pu répliquer, à la limite, je suis tranquille. Je ne demande rien de plus que d'avoir le droit de répliquer aux attaques parfois odieuses qui sont faites à mon encontre. Et le deuxième élément, c'est que réactionnaire, pour moi, c'est un peu le contraire de conservateur. C'est-à-dire le conservateur, il veut sauver l'existant. Et moi, je pense, et c'est pour cela que j'ai une sorte de dilection qu'on me reproche en se moquant de moi pour l'actuel Premier ministre Gabriel Attal. Le réactionnaire que je suis considère qu'il n'y a pas de fatalité à laisser les moments singuliers ou collectifs forts du passé dans le passé. Le courage politique, il n'existe pas aujourd'hui, ou très peu, consisterait à faire revenir dans notre présent des épisodes, des moments qui peuvent appartenir au passé, mais qui, bien sûr, ont toute légitimité pour revenir irriguer notre société. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu les 5 ou 6 mois de Gabriel Attal comme ministre de l'Éducation nationale, j'y ai vu le retour d'une forme d'heureuse conception de la vie collective qui démontrait qu'il n'y a rien de fatal. Ce qu'on a adoré hier, qui structurait notre société, eh bien, peut revenir. Et bien sûr, il faut du courage, ça manque, mais il faut surtout accepter l'idée
complètement délirante, c'est-à-dire contredire l'idée délirante d'aujourd'hui, le fil du temps n'est pas naturellement progressiste. J'entends, il y a des progrès colossaux par le fil du temps, notamment dans le domaine médical, c'est une évidence. Mais dans le domaine intellectuel et dans le domaine social, ou même, comme dirait la gauche, dans le domaine sociétal, il n'y a pas de progrès décisif. L'être humain n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il l'était hier. Il n'est pas plus cultivé qu'il l'était hier. Je dirais le contraire. L'humanité se rengorge, mais depuis que les humanités ont disparu, elle me semble plus médiocre que celle qui existait à une certaine époque. Donc, le réactionnaire, c'est ça. C'est quelqu'un qui se pose dans le monde d'aujourd'hui avec le souci de sa liberté d'expression, la volonté de l'écoute, le désir de contradiction et surtout quelque chose qui renvoie à une sorte d'urbanité dans le domaine intellectuel, dans le domaine politique. Eh bien, autrui n'est pas un ennemi, n'est même pas un adversaire, c'est quelqu'un avec qui j'ai du plaisir à débattre et qui peut parfois m'apprendre des choses en même temps que j'espère lui donner quelques pistes. Merci beaucoup Philippe Bilger, on a été très heureux de vous recevoir à la grande émission du droit. Ça a été un grand bonheur, ma chère Amandine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode de la grande émission du droit. À très bientôt.